C'est le 1er octobre 2018 que le Parti Québec solidaire faisait élire 10 députés à l'Assemblée nationale et également faisait élire 2 députés dans des régions non traditionnelles pour ce parti. On parle en Abitibi et en Estrie. Le fait était d'autant plus surprenant que les 2 membres fondateurs, Françoise David et Amir Kadir, ne se représentaient pas à cette élection. Madame Massé, pour vous, quels sont les facteurs qui expliquent l'élection de 10 députés et, dans le fond, une récolte, dans le fond, de 16 des intentions de vote des Québécois et Québécoises? Oui, je pense que vous ne serez pas surpris, Jean-Frédéric. C'est le résultat, je pense, d'un travail constant depuis 12 ans. Puis vous l'avez nommé grâce à Françoise, Amir et des dizaines, des centaines, des milliers de militants et militantes qui, partout à travers le Québec, sont en action depuis toujours. Je pense que Québec solidaire avait clairement signifié que cette campagne-là, il y avait quelque chose qu'il fallait parler, que les autres partis ne parlaient pas, et c'était l'urgence climatique. Moi, je pense que ça a valu beaucoup d'appui à Québec solidaire parce que notre position était, elle était claire, elle était assumée. Il y a une crise actuellement. Mes petits-enfants risquent d'avoir de la misère à respirer si on n'agit pas maintenant. Et pour ça, à une crise extraordinaire, ça prend des moyens extraordinaires. Puis Québec solidaire était prêt à aller jusque-là. Et ça a des résonances, mais pas seulement à Montréal. Tu sais, les feux de forêt, là, il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Au Témiscamingue puis en Abitibi, là, c'est une réalité que ces gens-là voient arriver de plus en plus de façon régulière. Manquer d'eau dans le puits pour nourrir ces animaux, bien, dans la région de Sherbrooke, là, c'est arrivé dans la dernière année. Fait que donc, c'est un élément rassembleur, puis je pense que les gens se sont reconnus là-dedans et les jeunes se sont reconnus. Ils sont sortis voter. Quand même, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a un emplacement de l'environnement qui a été assez important, mais aussi, quelque part, vous avez une plateforme, disons, plus à gauche, ni plus ni moins, qui a sûrement penché dans la balance. Ben oui, parce que, rappelez-vous, c'était quoi nos propositions? Quand ce qu'on a mis sur la table était très populaire. Par exemple, la question de l'assurance dentaire pour tout le monde. Tout le monde sait bien que, en fait, c'est épeurant le nombre de Québécois et Québécoises qui sont trop pauvres pour aller chez le dentiste. Mais ça crée des problèmes de santé. Alors, en bout de ligne, la personne en paye personnellement, puis collectivement, on se trouve à payer. Quand on parlait, puis on le pense encore, de réduire de moitié le prix du transport collectif dans un seul premier mandat, ça aussi, ça agit, premièrement, les gens qui ont moins de sous ont accès au transport collectif partout sur le territoire du Québec. Et deuxièmement, ça agit positivement pour diminuer les gaz à effet de serre. Ça permet à des gens de dire, finalement, entre ma voiture puis l'autobus, je vais prendre l'autobus, pardon, parce que ça coûte moins cher. Oui, tout à fait. Alors voilà le genre d'idée, le salaire minimum à 15 de l'heure. Je veux dire, c'est des idées populaires qui rejoignaient les gens du peuple et je pense qu'ils nous l'ont bien rendu. Il faut dire que si on revient à la stratégie à ce moment-ci, le Parti québécois, vous avez proposé de former une coalition en vue des élections du 1er octobre. Et à ce moment-ci, on a pu voir à certaines reprises une position, disons, assez fréquente face aux idées ou à ce moment au concept qui est avancé par le Parti québécois. Est-ce que vous croyez que cette stratégie-là vous a aidé justement le 1er octobre? Bien, je pense que le 1er octobre, nos idées populaires dont je vous parlais tantôt, qui touchent tout le monde, les jeunes, les aînés, les familles, je pense que c'est beaucoup ça qui a mis de l'avant. Puis après ça, peut-être que, je vous dirais honnêtement, parce que les gens me l'ont dit, les gens de ma circonscription, les gens à travers le Québec, c'est sûr que la façon dont le chef du Parti québécois m'a traité durant le débat des chefs, a fait déchanter beaucoup de gens. Et on dit, finalement, peut-être que Québec solidaire, ils se tiennent debout, puis ça me plaît, ça, comme idée. Mais là, ça, moi, je ne refais pas l'histoire. Moi, je vous dis juste que les membres avaient à décider, les membres du Parti québécois, dans leur histoire, avaient à décider s'ils voulaient réformer le mode de scrutin pour que ces choses-là n'arrivent pas. Ils ont décidé de ne pas le faire. C'est correct.
Après ça, ils nous ont demandé, voulez-vous faire une coalition? Nos membres ont dit, pense pas, on va aller en élection. C'est sûr que si un jour le sujet de l'indépendance vient sur la table, c'est sûr qu'on va travailler main dans la main. Mais actuellement, le Parti québécois avait décidé de ne pas en parler d'indépendance. Alors, pourquoi on se lirait alors qu'on est un parti résolument indépendantiste avec un parti qui trouvait que ce n'était pas une bonne idée d'en parler? Alors, comprenez-vous, tout dans tout, est-ce que ça nous a aidés? Je ne sais pas, mais notre cohérence depuis 12 ans semble être payante et je pense que ça va continuer dans l'avenir. Parfait. Est-ce que vous pourriez aussi simplement nous exposer, dans le fond, quelle est la vision de Québec solidaire envers la souveraineté du Québec? Oui, bien sûr. Depuis notre fondation, on a toujours considéré que le projet de pays qu'on porte, ou je dirais, c'est un projet très rassembleur dans le Québec d'aujourd'hui qui nous permet d'avoir vraiment, tu sais, quand on parle par exemple de lutte au changement climatique, bien, une bonne partie des leviers, que ça s'appelle le transport du pétrole, la gestion des aéroports, des ports, ça appartient au fédéral. Fait que comment tu veux lutter contre les changements climatiques si tu ne peux pas dire non à un pipeline de gaz ou de pétrole? Oui, je comprends bien. Alors, pour nous, cette indépendance-là, elle est nécessaire pour prendre soin de notre monde complètement, pour prendre soin de notre planète, puis ultimement de notre démocratie. Parce que, honnêtement, là, en 2019, d'être encore obligé de faire le serment à la reine quand je suis député au gouvernement du Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, je comprends bien. Mais maintenant, vous avez aussi fait, à ce moment-là, votre serment devant la reine à titre, comment je peux dire, de co-porte-parole de Québec solidaire, mais également à titre de député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Et quels sont pour vous, si on regarde, c'est-à-dire comme la circonscription, quelles sont pour vous les valeurs et les intérêts que vous remarquez chez ces citoyens-là? Bien, ce qui me frappe de ce temps-là, on est beaucoup dans des rencontres larges citoyennes là, avec le projet de PPU qu'on appelle pour les faubourgs. Il y a une fierté dans le centre-sud que moi, là, je suis tellement fier de représenter ce fier monde-là. Ils sont fiers de quoi? Et ils n'arrêtent pas de le répéter. C'est, entre autres, de cette grande diversité, cette capacité de cohabiter avec des personnes qui vivent dans la rue, avec des gens qui viennent de partout de la planète, avec des gays et lesbiennes, parce qu'on a le village gay dans notre circonscription, des familles, avec des aînés. Alors, cette diversité-là, les gens de mon comté le voient comme une force et non pas comme une faiblesse. Fait que moi, ça, je pense que la diversité, c'est quelque chose que j'entends régulièrement, que les gens nomment comme étant quelque chose qui les rend fiers d'être du centre-sud. Je pense qu'une autre valeur qui est super importante, c'est l'ouverture à l'autre. Mais si vous me permettez juste de revenir à ce moment Oui. sur la diversité, Oui. comment qu'on répond justement à une diversité aussi grande, comme vous m'avez mentionné? Ben moi, ce que j'expérimente, puis ce que les gens me racontent, c'est qu'ils rentrent en relation. Tu sais, par exemple, quand je vais au Centre des femmes, ici, pas très loin d'ici, sur Maisonneuve, je trouve des femmes qui sont de toutes sortes d'origines, qui ont différents âges, qui ont des intérêts différents. Mais ce qui est beau, c'est quand elles rentrent dans ce centre de femmes-là, elles ont toutes quelque chose en commun, c'est des femmes. Oui, oui, forcément. Et elles rentrent en relation les unes avec les autres. Elles font de l'art, elles font des dîners-causeries, Et quand on apprend à connaître l'autre, quand l'autre, on ne le voit plus comme étant un étranger ou une étrangère, Parfait. mais comme quelqu'un avec qui on a un lien, bien, je pense que c'est plus facile, là, d'assumer notre diversité. C'est ça, mais il y a une diversité, effectivement, comme vous le dites, mais il y a aussi, à ce moment-là, peut-être des valeurs conflictuelles. Comment vous répondez à ça? Ben, ça serait plate en maudit si on serait tous pareils. Effectivement. Merci beaucoup. Puis c'est sûr que quand on arrive sur le domaine des valeurs, tu sais, dans une même famille, là, hein? Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir des frères et sœurs, mais dans une même famille, il y a des conflits de valeurs. Fait que c'est sûr que quand tu élargis ça à tes voisins et voisines, à ta communauté, puis finalement, bien, à la planète,
Parce que quand on rencontre ici des gens qui arrivent d'ailleurs, de l'Afrique, du Congo, de l'Afrique noire, je veux dire, de l'Afrique du Oui, tout à Nord, fait. qui arrivent de l'Asie du Sud-Est, il y a beaucoup de gens qui arrivent là, ou même de l'Amérique du Sud, bien, ils sont différents. Mais qu'est-ce qui me dit que parce qu'ils ont la peau plus foncée, qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que moi? Moi, je travaillais au Centre des femmes de Laval pendant 10 ans. J'ai travaillé à tous les jours avec des femmes qui portent le hijab, puis qui étaient les premières sur le front pour lutter contre la pauvreté, pour demander l'égalité entre les femmes et les hommes, pour exiger que le gouvernement mette son pied à terre en matière de droits des femmes. Puis pourtant, dans l'espace public, j'entendais que ces femmes-là n'étaient pas des féministes. Mais moi, je les côtoyais au quotidien, puis c'est pas ça que je voyais. Ben, c'est pour ça que je vous parlais du lien. Quand la personne... Et moi, comme lesbienne, hey, je me souviens, là, tu sais, au début, quand on disait ça, il y a 30 ans, quand on était lesbienne, oh, attention, tu vas me violer quasiment, là. Quasiment ce qu'on attendait. Moindrement que tu avais une orientation sexuelle différente, les gens avaient l'impression que tu étais un agresseur ou une agresseuse sexuelle. Bon, ben, je pense qu'à force de rentrer en communication avec nous, les gens ont compris que, ben non, moi, j'ai juste l'envie d'aimer qui j'aime, puis ils sont des femmes. Oh, oui, tout à fait. C'est ça. Puis j'imagine que c'est la même chose pour les hommes également. Ben les hommes qui s'aiment probablement, mais en fait, tu sais, je veux dire, la question des valeurs, c'est sûr que la diversité, puis c'est pour ça que je nous ramène tout le monde à notre famille. Moi, dans ma famille, c'est pas vrai qu'on partage toutes les mêmes valeurs. Puis des fois, on partage peut-être les mêmes valeurs, mais on n'a pas la même façon de l'exprimer. Mais moi, je pense que ce que ça prend, c'est prendre le temps d'aller à la rencontre de l'autre, à comprendre, à expliquer, au lieu de dire, ben, coudonc, on n'a pas les mêmes valeurs. Fait que tasse-toi, je vais aller me rassembler juste avec ceux qui pensent comme moi. Là. Donc, ce que je comprends bien, c'est au niveau de la communication à ce moment-là que ça fait une différence. Et voilà. Donc, et aussi, si on vous proposerait de nommer 3 dossiers pour vous qui est prioritaire dans la circonscription à Sainte-Marie-Saint-Jean, quels sont-ils? Écoute, je pense que celui qui flash là, avec des gros néons, c'est la question du logement accessible. Donc, ça veut dire du logement social, du logement accessible pour les gens à mobilité réduite, parce que des 2-3 étages, il y en a là, dans notre comté, là. Mais même le logement qui est au premier étage, là, au rez-de-chaussée, j'entends, il n'est pas accessible. Tu ne peux pas rentrer, il y a une petite marche, tu ne peux pas rentrer avec ton fauteuil roulant, avec ta marchette ou avec ta poussette. Alors donc, moi, je pense que le logement, là, ça prime, puis dans le comté, on le sait, il y a plusieurs gros projets de développement qui s'en viennent, et les gens du comté ont peur, puis je suis d'accord avec eux autres, ils ont raison d'avoir peur. Donc, selon vous, c'est justifié, on pourrait dire. Ben oui, parce que c'est comme si, à cause de comment les règles sont faites, à chaque fois où on parle de développement immobilier, c'est toujours des condos, puis des condos qui ne sont pas accessibles pour le monde, notre monde. Fait que ça fait juste tasser notre monde. Puis moi, je pense que notre quartier, on est fiers. Puis je comprends pourquoi nos gens, ils se battent pour, ne serait-ce que pour garder, tu sais, je sais, là, il y a la bataille ici, là, j'étais là à Manif avec les gens des Tours, pour garder notre resto Bercy. C'est tellement essentiel. Bien, c'est évident que si ça se gentrifie, donc si c'est juste des gros condos qui rentrent ici puis qu'on décide de mettre à terre tout ce qu'il y a dans ce centre d'achat-là pour amener d'autres magasins, bien, ça va être des magasins que nous autres, on ne pourra pas aller, que notre monde ne pourra pas aller. Fait que ça, pour moi, en tout cas, logement et tout ce qui va autour, là, oui, tout à fait. c'est vraiment prioritaire. Mais en même temps, on est dans le centre-ville. Le centre-ville dit Ouais. justement une explosion, on pourrait dire, de la valeur foncière de tout terrain. Et ça se traduit aussi par rapport au logement qu'on habite. Bien, c'est pour ça que c'est essentiel le logement social. Je veux dire, le centre-ville, là, le centre-sud, ici, ça a toujours été, tu sais, c'est le Faubourg Amelas, c'est le Faubourg Québec, c'est Sainte-Marie. Ça a toujours été des faubourgs, des villages où ce que le monde ouvrier était là. Quand ils ont construit, que ce soit le pont Jacques-Cartier, que ce soit la Cité des Ondes avec Radio-Can, Radio-Québec, etc., ils ont détruit des milliers de logements de gens que nos gens étaient capables de payer. Ils veulent refaire encore ça. Il existe une façon, puis ça s'appelle du logement social, et c'est ça qui doit être fait pour que notre monde puisse continuer à habiter notre quartier. Comment vous voyez les projets de zonage, dans le fond, pour la Ville de Montréal, justement, pour dire le district Saint-Jacques, le district Peter McGill, le district Ville-Marie?
Oh, excuse-moi, l'arrondissement Ville-Marie. Ouais. Bien, je pense que la Ville de Montréal a des nouveaux outils pour pouvoir... Est-ce qu'elle les utilise bien pour vous? Bien, elles sont en fait, là, je pense que cette semaine, elles devraient aller chercher le mandat pour pouvoir utiliser pleinement tous les outils, mais il en manque. Puis là, je ne me retourne pas vers la Ville, je parle du gouvernement du Québec. Tu sais, quand la seule façon pour une municipalité d'assumer toutes ses responsabilités en matière de logement, en matière de transport, en matière d'itinérance, et j'en passe, qu'il n'a seulement que les taxes foncières, bien, c'est sûr que la seule façon de mettre de l'argent dans son portefeuille de la Ville, c'est d'augmenter les taxes foncières. Et c'est évident qu'un condo à 1,5 million rapporte plus de taxes foncières qu'un logement social, mettons, un 4,5 à 700 $. Est-ce que vous seriez prêt à dire que c'est un mal nécessaire aussi pour la Ville? Bien, il faut changer, il faut changer. Il faut changer, il faut absolument revoir complètement le mode de financement des municipalités parce qu'elles ont de plus en plus... Le gouvernement du Québec se désengage de plusieurs dossiers et la municipalité a donc de plus en plus de responsabilités avec une seule façon de pouvoir se financer. Alors, c'est sûr, bon, là, je fais fi de la taxe sur le gaz pour le transport en commun. Il y a quand même d'autres petits moyens, mais c'est juste de dire, tant et aussi longtemps que le gouvernement du Québec ne met pas clairement de l'argent pour du logement social, tant qu'il ne donne pas aux villes la possibilité d'aller chercher d'autres revenus de d'autres façons, bien, on va se retrouver dans la situation qu'on est là. Mais moi, c'est pour ça que je suis à Québec solidaire. Je pense que c'est possible. C'est possible. Faisons de l'indépendance. On va se débarrasser de plusieurs milliards de dollars qu'on envoie au fédéral, que ce n'est pas nécessaire. Ensuite, le gouvernement du Québec revoit les règles de fonctionnement, tant au niveau du gouvernement que des municipalités, et permet aux municipalités une nouvelle façon de se financer pour s'assurer que le monde puisse continuer à vivre chez eux. Parce que vous savez, quand les tours, ça se monte de même, là, c'est sûr qu'il y a le logement ou le condo à 200 000 $ que notre monde ne peut pas acheter. Mais ce condo-là, là, il fait pression puis il fait augmenter les loyers qui sont à côté. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut péter. Comme vous dites, à ce moment-là, probablement une augmentation de salaire, c'est ce que vous aviez précisé au départ. Ça fait du bien, ça ferait du bien. Parfait. Bon, de toute façon, on a regardé aussi, il y a différents quartiers. Vous avez participé, si vous me permettez, à la réaffectation ou l'étude de réaffectation sur la brasserie Molson. C'est quoi qui en découle exactement de ce dossier-là? Bien, c'est-à-dire que là, actuellement, tout le quartier est en réflexion sur comment on va réaménager, bien sûr, la Molson, mais aussi Radio-Canada, aussi les Portes Sainte-Marie. Il y a plusieurs grands terrains qui vont se libérer. Et je pense que l'enjeu que ça pose, c'est comment on va faire en sorte que le déploiement qui va se passer là-dessus soit pas complètement déconnecté, comme on l'a vu à Griffintown, là, de ce qui se passe dans la vraie vie là. Donc, autrement dit, pas de condo comme on est habitué de voir dans le Vieux-Montréal. Est-ce que j'entends? Bien, c'est-à-dire que, tu sais, actuellement, la Ville n'a pas ce type de levier-là pour dire tu n'as pas le droit de construire du condo, puisque c'est un privé, Molson, qui vend à un autre privé qui est complètement légitime de faire ce qu'il veut. Il y a peut-être sur les hauteurs où on peut agir ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ce qu'il faut, puis c'est ça que la population est en train de faire dans la consultation actuellement, c'est de se dire, OK, ça va se redévelopper, là, c'est sûr, mais comment on peut faire pour que notre monde et nous autres trouvent leur place? Et là, on parle bien sûr d'inclusion, de logement social. On parle dans l'offre de logement. Oui, on parle bien sûr, ça ne peut pas être juste des magasins où tu payes ton café 6 piastres et demi qui vont s'ouvrir là-dedans, parce que sinon, c'est de dire d'entrée de jeu que notre monde n'auront plus leur place. Et en ce qui concerne vos deux autres dossiers, parce que vous n'avez pas encore parlé, je crois. Non, bien, effectivement, je parlais de logement parce que c'est fondamental, mais je regarde, par exemple, toute la question de la santé. Vous savez, je me suis cassé la jambe dans la dernière année et j'ai eu... vous avez exploré le domaine, on pourrait dire. Vraiment de l'intérieur pour me rendre compte que ça n'a pas de bon sens. Comment les gens qui sont à l'intérieur font un service extraordinaire, là. J'ai rien à redire, puis c'est vrai que ce soit dans nos CLSC, à notre hôpital communautaire et tout ça,
mais elles sont épuisées. Elles sont épuisées et une partie de ces gens-là travaillent aussi dans notre circonscription. Alors donc, habitent, je veux dire, dans notre circonscription. Alors, je suis préoccupé. Je suis préoccupé parce que c'est nos aînés qui ont moins de services, parce que c'est les femmes qui travaillent dans ces réseaux-là qui ont des conditions de travail épuisantes, on pourrait dire. Vraiment épuisantes. Et peut-être l'autre dossier qui me préoccupe aussi énormément, c'est au niveau de l'éducation. Il y a tout un enjeu justement avec la gentrification de notre quartier, c'est qu'on perd de l'argent dans nos écoles pour offrir des services spécialisés à nos jeunes. Hein, on appelle ça l'indice de défavorisation. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins d'argent qui rentre dans nos écoles pour des psychoéducateurs, pour même les mesures alimentaires. Hein, on a ici là, Saint-Anselme qui va perdre dans les prochaines semaines, au mois de septembre, la possibilité de nourrir une cinquantaine de ces jeunes à 1 $ par jour. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne marche pas, puis on est en train de faire les batailles auprès du gouvernement caquiste. OK, parfait. Et maintenant, vous êtes présentement dans le dossier d'actualité, justement, en opposition avec un projet de loi, le projet de loi de la laïcité. Ce qui vous met peut-être un peu en porte-à-faux, on pourrait dire, en relation plus conflictuelle avec le gouvernement au pouvoir. En tant que député de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, comment vous pouvez, ou comment vous arrivez à ce moment à vous entendre justement avec le parti au pouvoir pour faire avancer des budgets, avancer des projets? Bien, je pense qu'on est habitué au Parlement d'être en désaccord. Mais tous les députés qui sont là, qu'ils soient ministres ou non, là, qu'ils soient caquistes ou autres, savent très bien qu'il y a des dossiers qui relèvent de notre circonscription. Par exemple, je suis peut-être pas d'accord du tout avec ce qui est sur la table sur le projet de loi de la laïcité sur la question des ports de signes religieux, mais j'ai des rencontres avec la ministre responsable de la métropole pour y parler de l'accès au fleuve. Puis on est en train de trouver ensemble une solution à un problème qui est identifié par les gens du pied du courant puis tout ça. Alors, ce que vous voyez à la télévision, c'est effectivement des désaccords importants. Des opinions tranchées, on pourrait dire. Bien, dans ce cas-ci, oui, des fois moins. Mais dans ce cas-ci, c'est effectivement diamétralement opposé. Mais ça n'empêche absolument pas un travail de collaboration sur d'autres dossiers ou pour faire avancer des dossiers typiquement centre-sud, si je peux dire. OK. Donc, si je résume à ce moment-là, même vos prises de position, on pourrait dire, n'interfèrent pas dans vos dossiers de députés. Bien, le moins possible. Sinon, bien, vous allez m'entendre dire qu'il y a des gens qui sont partisans. Hein? Parce que parce que la ministre responsable de la Région de Montréal n'est pas de mon parti et qu'elle crée des préjudices pour mes concitoyens qui, eux, ont voté toutes sortes de partis. Ils n'ont pas juste voté pour moi, là. Coudonc, ça va être... Est-ce que vous avez ressenti des préjudices dernièrement? Pour le moment, honnêtement, non. Le travail, par exemple, je travaille main dans la main avec la ministre responsable de la réforme du mode de scrutin. On fait avancer ce dossier-là. Il y aurait un projet de loi qui devrait être déposé bientôt. Fait que, voyez-vous, en même temps que je m'ostine sur un bord, de l'autre bord, on travaille main dans la main. Madame Massé, merci d'être passée à l'heure des bilans. Bien, ça me fait bien plaisir, puis je reviendrai. Parfait, merci beaucoup.